Vous aimez les robots, les explosions et les ninjas d'apocalypse? Alors bouclez vos slips, accrochez-vous à votre ceinture, parce qu'on est parti pour un voyage en pleine terre post-apocalyptique qui sent bon la rouille, l'huile et le biker velu. En tout cas, c'est ce que promet la jaquette. Avant de se lancer dans le vif du sujet, laissez-moi tout de même vous présenter brièvement le réalisateur de ce film. Le fils d'Albert Bond, un réalisateur et producteur assez prolifique du Hollywood des années 60 à 80, Charles Band suit les traces de son père et devient lui aussi producteur et réalisateur. Il débute en 1973 avec Last Foxtrot in Burbank, une parodie de la production franco-italienne de Bernardo Bertolucci, Un dernier tango à Paris. Si on ne peut pas taxer ce chercheur d'extrêmement talentueux, il faut en tout cas lui reconnaître qu'il fait montre d'une opiniâtreté qui force le respect. Effectivement, la galère estampillée Charles Band a toujours tenu le cap contre vents et marées, et ce, malgré le naufrage en 88 d'Empire International Pictures, sa première boîte de production, que vous pouvez connaître pour des films comme From Beyond, Aux portes de l'au-delà, un petit film plutôt sympathique mêlant SF et horreur, inspiré d'une nouvelle de Howard Philip Lovecraft. Ou encore pour Troll, qui n'est absolument pas à l'origine de la série des Trolls, puisque Troll 2 n'a rien à voir avec ce film, si ce n'est le titre, et que Troll 3 n'a lui non plus aucun rapport avec les deux autres films. Il fonde Full Moon Entertainment en 89, un an après la chute d'Empire International, et ce n'est probablement pas un nom inconnu aux amateurs de séries B, car de 89 à aujourd'hui, plus de 250 films ont été produits sous la bannière de la Full Moon, notamment la série des Puppet Masters, des films d'horreur qui ont l'air un peu fauchés mais plutôt cool. Et si vous aimez le cinéma bis, je vous conseille Charles Band, que ce soit comme réalisateur ou comme producteur, même si avec tout ce qu'il a produit, il y a à boire, à manger et à vomir. Le soleil est éclatant et sur la glace, ça glisse bien. Revenons au sujet principal. On retrouve donc notre héros, Jason, qui arrive dans une station essence du futur de l'apocalypse tout brushing devant. Ça y est, du carburant? Les plus assidues n'auront pas manqué de reconnaître Paul Ganus, inoubliable pour son rôle dans L'Arme Fatale 3. Mais bon, cette séquence est surtout une excuse pour nous présenter l'univers du film à travers un journal télé. La couche d'ozone a pratiquement disparu, laissant la Terre et ses habitants en proie à une chaleur insoutenable et aux rayons ultraviolets qui ravagent la population. Il est donc impossible de s'exposer aux rayons du soleil sans combinaison isotherme sous peine de frire tel un Timmy sur une clôture électrique. Sauf qu'ils n'en mettent jamais. Mais genre jamais. Alors, il y a bien Scratch, qui, je suppose, est là pour nous illustrer les dangers des ultraviolets. Mais comme tous les autres personnages du film s'en foutent et passent leur temps à exposer leur occiput chevelu au soleil sans la moindre protection, eh ben, cette menace passe complètement à la trappe. Tu devrais rentrer à l'intérieur. Pourquoi? Les ultraviolets, ils vont me griller la peau. Et alors? Et on arrive à un des problèmes majeurs de ce film. Il passe son temps à désamorcer tout ce qu'il met en place, détruisant en même temps tous les enjeux et la tension dramatique, et même plus simplement la crédibilité de son univers. Et il en est à peine dans les 5 premières minutes du film. Bon, on apprend aussi que le monde est dirigé par Unicom. L'Unicom est une puissante entreprise de gestion dont la vocation est de planifier la vie, la liberté et le progrès dans notre société moderne. Une sorte de Big Brother qui est attaqué par plusieurs cellules de résistance, dont l'ULC. L'Union pour la liberté de conscience. Après un adieu solennel avec le pompiste, C'est toi, Batman? Jason arrive à un studio télé pour une livraison de frères. Et se rend compte que la moitié du casting est victime de francisation aiguë. Parce que si on s'en réfère au générique de fin, Tyson est devenu Jason, Lathan a été changé en Larry, Aren en Ariane, et elle, je suis pas sûr de son nom. Au générique ça donne Patrice, et la VF donne... Mais je crois que c'est la seule fois où on entend son nom. Et donc la rencontre de Larry, directeur dans un studio TV fauché, et de sa fille Ariane. On rencontre aussi Christy et Sandra, une sœur à peu près qu'à mourir pour montrer que le méchant est vraiment méchant. Queen, joué par Bill Moseley, que vous avez pu voir dans The Devil's Reject de Rob Zombie ou Massacre à la tronçonneuse 2 de Tom Hooper. On s'en fout un peu, mais j'avais envie de vous le dire quand même.
On rencontre aussi Patrice, une enseignante à la télé qui en profite pour nous faire un cours magistral sur le scénario. Les deux causes principales de la grande dépression économique du siècle dernier furent La panique sur les marchés mondiaux provoquée par une surproduction non contrôlée par ordinateur. Notre institutrice. Cette petite séquence sert aussi à nous montrer finement l'intérêt du héros pour Patrice, Pas mal pour une institutrice. et on rencontre finalement un des meilleurs personnages du film, Winston Wicket. Nom de Dieu, c'est votre mère, voyez ça. Alors autrement dit, vous pouvez faire l'amour et prendre votre pied sur commande. Vous n'avez pas honte? Mais comment pouvez-vous vous regarder dans une glace sans rougir? N'est-ce pas, cher public? Ce personnage est tellement écrit avec le cul et interprété avec la finesse d'un diplodocus tétraplégique en surpoids que ça rend chacune de ses apparitions absolument fantastique. C'est bien vous, Winston? Oui, mais bien sûr que c'est moi. Mais qui veux-tu que ce soit, mon Dieu? Et à ton poste, du qu'on la joint. Il faut reconnaître qu'on se fait quand même relativement chier dans la première partie du film. Alors, monsieur Keane, vous venez d'où à l'origine? De la côte, à l'origine. Je m'appelle Jason. J'ai jamais vu la mer. Moi aussi. Alors, je m'attendais pas à un chef-d'œuvre, hein, mais quand le synopsis te dit En l'an 2030, les armes sont des êtres vivants et ont pour mission de détruire toute résistance au gouvernement en place. Incapable de mettre un terme à la cruauté de ces êtres synthétiques, un groupe de résistants se tourne vers leur dernier espoir, un robot de 80 mètres. Alors, je savais que ça serait pas Terminator, hein, mais bon là... C'est drôle, je me suis toujours demandé de quoi j'aurais l'air dans un de ces maillots que portaient les femmes autrefois. Faudrait me payer cher pour que je mette un de ces trucs. Ah, c'est parce que tu n'as pas encore de quoi les remplir. Très amusant, Queen. Bon, pour résumer, une tempête thermique se lève, obligeant tous les protagonistes à passer la nuit dans le studio. Tout le monde va dormir et l'élément perturbateur en profite pour frapper. Dis donc, j'ai une de ces peurs. Au bout tout de même de 28 minutes de film. Et me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai rien contre un film qui prend son temps, mais prendre son temps, ça veut pas dire laisser des acteurs en roue libre devant une caméra trop paresseuse pour faire autre chose que de la narration pure. C'est un temps qui est normalement utilisé pour créer une atmosphère et donner de la consistance et de la crédibilité aux personnages et à l'univers, à travers les dialogues et la mise en scène. Sauf que là, l'écriture et la direction artistique du film sont au niveau zéro. Du coup, on voit juste Cyclopan se tourner les pouces dans un hangar en attendant que la trame principale revienne de sa pause café. Ce qu'elle finit par faire en balançant la règle du 3e étage. Dans un condensateur électrique. La friture de Larry fait sauter les plombs et le bâtiment se retrouve sans électricité, ce qui a pour conséquence de faire monter drastiquement la température dans le bâtiment. Qu'est-ce qui se passe? Le courant a sauté et l'air est coupé. Les détecteurs donnent l'alerte au-dessus de 40. Je voulais dire que personne n'avait encore remarqué qu'on avait dépassé 40 degrés. Enfin, je veux dire, l'aiguille est à 100 et il vient juste de se réveiller. Ce qui est débile d'ailleurs, puisqu'on les voit quelques minutes après aller dehors pour établir le courant avec juste une combinaison et des lunettes de ski pour toute protection. Or, si la température monte à 100 degrés quand les ventilos marchent pas, ça veut dire, bah déjà ils ont une fugée parce que sinon ils seraient morts, mais aussi qu'il y a des chances pour qu'il fasse encore plus chaud dehors. Du coup, encore une fois, la menace perd toute crédibilité et le public s'emmerde. À cause de la panne d'électricité, leur pompe à eau est en panne aussi et ils risquent la déshydratation. Sauf qu'encore une fois, à 100 degrés, ils pourraient déjà tous être morts. Et qu'en plus, comme ils rétablissent le courant moins de 10 minutes plus tard, la panne n'a pas vraiment d'incidence sur l'histoire. En fait, je suis même persuadé que tout l'arc narratif ne sert qu'à de montrer Winston en train d'écoper la cuvette des chiottes. Bon Dieu, il était temps, j'allais toucher le fond. De la cuvette et de l'humiliation. Mais incohérence scénaristique et cuvette des chiottes mis à part, Ariane reste persuadée que son grand-père a été assassiné par Unicom. Et a raison puisqu'elle nous apprend que son grand-père et elle faisaient partie de l'ULC. L'Union pour la liberté de conscience. Il possède un ordinateur, chose interdite par Unicom, et... Ne vous en faites pas, Ariane n'a pas totalement tourné psychopathe, c'est juste qu'elle avait besoin de le voir saigner pour je vous l'expliquera mieux, tu vois. Oh, désolé. Il fallait que je voie si tu étais un androïde. Un androïde? Ils ont tous été détruits il y a des années. Non, l'Unicom s'en sert depuis plus d'1 an déjà. Larry et les autres l'ont découvert quand ils se sont infiltrés dans le groupe. Quoi? Attends. Unicom utilise donc les androïdes pour tuer les poches de résistance en envoyant un virus à leur agent dormant. Oui, mais Ariane,
Souviens-toi que légalement, les androïdes doivent être incapables de tuer les humains. Ils le sont jusqu'à ce qu'on réussisse à déjouer leur système de sécurité en parasitant leur circuit avec un virus. C'est ce qu'on appelle le virus de la mémoire morte. Regarde, là c'est le matricule des androïdes. Là c'est le nôtre. Là c'est celui du virus en question. Et là le numéro de sécurité sociale de grand-père. Oui, dans le futur, les virus ont un matricule. Et là, c'est quoi FLR 101? C'est une loi de la robotique qui sert à créer des androïdes meurtriers. Et ça, Asimov, c'est pour ton petit cul. Il y a une brebis galeuse parmi nous. Et je veux savoir qui c'est. Il y a donc un androïde dans la base et le seul moyen de le reconnaître est de le voir saigner. Toute l'équipe se rassemble donc dans la salle à manger pour faire passer le test à tout le monde. Et cette scène est chiante. Alors que, on aurait dû avoir un énorme moment de tension avec tous les personnages qui se regardent en coin en se demandant qui est le tueur. À titre d'exemple, je vais prendre une scène relativement similaire dans le film de John Carpenter. À ce moment, Macready sait que la chose peut prendre n'importe quelle apparence, mais aussi qu'elle est vulnérable au feu. Il décide donc de faire passer un test à tous les membres de son équipe en exposant un échantillon de leur sang à un fil de fer porté à rouge. Et sincèrement, je pense que la scène doit être 2 fois moins longue et à peu près 10 fois plus chargée en émotion et en suspense. Parce que, déjà, la tension est amorcée plus tôt dans le film, là où dans Eliminator, on avait 20 minutes d'intense glandouillage, Carpenter, lui, il nous montre les relations se dégrader et la paranoïa s'installer lentement, et crée un véritable sentiment d'enfermement grâce au bruit du blizzard qui nous rappelle constamment qu'ils sont coincés avec la créature à l'intérieur du bâtiment. En plus, Macready oblige le reste de l'équipe à passer le test en les menaçant avec un lance-flamme, et se tient prêt à tuer n'importe lequel d'entre eux, ce qui met tous les personnages directement en conflit. Mais chez Charbrand, Et voilà. À qui le tour? implication zéro, tension zéro, tous les personnages semblent se foutre royalement de savoir ce qui se passera si jamais ils découvrent effectivement un synthétique capable de les tuer. Et je vous annonce que le spectateur s'en fout aussi. Je pense même qu'à ce niveau du film, le spectateur espère que l'androïde soit découvert, qu'il tue tout le monde et qu'on en finisse. Je vais faire un peu de thé. Quelqu'un en veut avec moi? Oui, moi, je n'ai pas sommeil. Bon, finalement, tout le monde saigne, du coup, il trouve pas le robot, c'est affreusement chiant, le scénariste commence à se rendre compte que tout le monde s'en fout et décide de mettre une scène de cul. Parfaitement amorcé par ce dialogue plein de sentiments complexes et de sensualité sous-tendue. C'est un monde pourri, hein. Oui. Une belle leçon de cinéma. Bref, pendant qu'il tente de garder réveillés les quelques spectateurs encore présents, le monteur son s'endort sur la table de mixage. Finalement, Ariane croise Queen et se rend compte qu'il surjoue beaucoup trop pour être gentil et que du coup, c'est le méchant. Après ça, il essaie de la tuer, mais Jason arrive, lui met 2 balles de fusil à pompe. Mais comme c'est un androïde, ça sert à rien. Du coup, bagarre. Un peu moisi, certes, mais bagarre quand même. Et surtout qui se termine sur un monologue de Queen, où on peut le voir surjouer comme j'ai rarement vu un acteur le faire. À tel point que j'ai décidé de vous laisser en profiter, parce que s'il y a bien une scène qu'il faut voir dans ce film, c'est celle-là. Il reste donc à accomplir la mission suivante. Protéger l'espèce des androïdes programmés par l'Unicom contre toute attaque ou interférence. Et vous deux, avec vos éternelles questions et vos putains d'opinions antipatriotiques, vous êtes une cause d'interférence. Donc, nous allons régler cette question par une partie de cache-cache. Je sais pas si c'est son jeu, l'absurdité de son monologue ou sa sortie absolument mémorable, mais je trouve que cette scène est magique. La suite est assez classique. Queen tue tous les personnages secondaires à part de manière plus ou moins imaginative, jusqu'à ce que le jour se lève et que Jason, Ariane et décident de tenter leur chance à l'extérieur. Ce qui, encore une fois, est complètement débile, parce que logiquement il fait quand même plus chaud la journée, et surtout la tempête thermique fait toujours râle. Donc
c'est la bagarre, mais comme c'est aussi la tempête, l'antenne se détache et tombe sur Jason et Queen, les bloquant en dessous. Le seul moyen de sauver Jason est de réactiver le DV8. Je parle du robot de 80 mètres que tout le monde avait oublié et qui est pourtant l'argument de vente principal du film. Ariane va donc réveiller le DV8. Mais il faut des mois d'entraînement pour commander un DV8. Je me suis entraînée. Oui, on n'a plus le temps de se merder avec la vraisemblance. Elle réveille le gros robot, sauve le gentil et on assiste au duel de robots le plus épique de l'histoire du duel de robots. Entre un robot géant de 80 mètres et un androïde cul-de-jatte et manchot. Ouais, je sais, quand on connaît pas, ça impressionne. Donc tout est bien qui finit bien. Jason finit même par se remettre de sa cheville écrasée par une antenne de plusieurs tonnes, sauf que twist. Il y en a deux. Oh merde. Et oui, une androïde aussi. Et en soi, c'est plutôt une bonne idée de scénario. Sauf que comme c'est la fin du film... Hé, tiens, embrasse ça. Ariane a tué un grand coup de punchline à pompe. Nos deux héros partent vers le soleil couchant et c'est fini. Et voilà, c'était Eliminator. Je me pose une question depuis le début du film. C'est qui les gus sur la jaquette? Parce qu'on est bien d'accord qu'on les a pas vus une seule fois, et... Ah mais non, c'est moi qui suis bête. Alors en fait, c'est bien la jaquette d'Eliminator, et c'est juste le film qui est pas le bon. En fait, il s'agit de Crash and Burn. Mais bon, c'était quand même un tout petit peu trompeur vu que la jaquette, le menu du DVD et même le film sont titrés Eliminator. Je soupçonne donc ces petits plaisantins de la Full Moon d'avoir utilisé le titre d'un film un peu plus connu que Crash and Burn, tout petit peu, pour essayer d'écouler leur copie de ce film-là. Parce que bon, sinon, à part quelques petites séquences assez rigolotes, il faut quand même avouer que le film vaut pas vraiment la peine d'être vu. Et c'est dommage parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des moments où ils ont essayé. Il y a de vraies idées de scénario et même quelques bonnes idées de décor, comme la station-service du début que je trouve assez bien foutue. Bon, alors comprenez-moi, il y avait quand même peu de chances que ça donne un chef-d'œuvre, mais on aurait au moins pu avoir un petit film de SF sympa à regarder. C'est déjà pas mal. Et ce qui m'emmerde encore plus, c'est que je pense sincèrement que Charles Band aime le cinéma. À la fin des années 70, il a créé la première boîte indépendante de distribution vidéo d'Amérique du Nord, et a fait partie des premiers à distribuer des films sous format Betamax à l'époque où personne n'y croyait. Il a permis la distribution de films comme Massacre à la tronçonneuse ou encore Œil pour œil. Et même s'il a toujours eu une démarche assez mercantile, ça fait plus de 30 ans qu'il travaille dans le cinéma et a participé à la création de près de 300 films en parvenant à rester plus ou moins indépendant, ce qui suffit déjà à rendre le personnage assez sympathique. Et si comme moi le personnage vous intéresse, je peux vous conseiller le livre Empire of Bees ou encore Celluloid Wizard, The Video Wasteland. En attendant, moi je vous dis au revoir, restez en pustesse et surtout ne lâchez rien.